encore une fois, bon après-midi. Je me réjouis d'être capable de saluer encore une fois M. Martin Mayer, qui a eu la gentillesse de préparer quelques idées qu'il veut nous présenter. Et après son intervention, on va parler de tout ça. Merci. Absolument, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Remarque préliminaire, je suis très fier d'être ici dans le Collège de France, une fabuleuse institution qui n'existe pas en Suisse, par exemple, et pas non plus, ou even moins, en Allemagne. Illustre lieu, c'est ici que pendant longtemps, vous savez mieux que moi, des esprits renommés, de renommée mondiale ont développé leurs cours et leurs pensées, de Charlemagne à Bergson, de Lucien Febvre à Michel Foucault, en passant par Valéry, Roland Barthes et Peter Sloterdijk, une pédigrée incroyable. Et je dois vous avouer que pour moi, Peter Sloterdijk est le plus original philosophe, au moins en Allemagne, peut-être dans tout le monde, et aussi, surtout après, bien sûr, la mort de Hans Blumenberg, extrêmement original, et on le lit toujours avec choix, et ça donne beaucoup de nouvelles idées. Je aussi dois avouer que mon français n'est pas parfait. Je vous prie donc un peu de me pardonner mes connaissances un peu limitées. Il me manque quelquefois les paroles. C'est aussi à cause de la globalisation qu'on ne parle que l'anglais et le chinois. Pas vrai? Oui, mais tout cela seulement parce que tu viens d'apprendre que l'aveu est la voie la plus courte vers le pardon. Non? Voilà. Non, je l'adore profondément. Je le lis avec plaisir. J'ai écrit une assez vaste monographie sur Albert Camus, mais en parler manque un peu d'expérience. Dans ce qui suit, j'essaie pour ma part de philosopher un tout petit peu sur la relation entre l'histoire et la philosophie, pas plus que environ 10 minutes. Cela se rapporte aussi bien sûr à Oswald Spengler. En tant qu'être fini, c'est-à-dire mortel, l'homme a besoin de sens. Il pense au-delà de sa mort et continue à penser à l'avenir par le biais d'événements historiques immédiats. Ainsi, lorsqu'il observe l'histoire, l'homme entrelace le passé, son propre présent et l'avenir. Il espère qu'il en résultera un ensemble significatif, qu'il s'agisse d'un bilan pessimiste ou d'un bilan optimiste. La philosophie de l'histoire, donc, est toujours une tentative de comprendre, pour ne pas dire de fonder, une unité plus grande à partir de son propre temps. On sait que dans l'Antiquité, c'est une conception circulaire de l'histoire qui prévalait. Tout tourne dans les cercles du devenir et de la disparition, sur quoi la roue de l'histoire roule et roule. Ce n'est qu'à l'époque moderne que l'histoire devient un processus linéaire, c'est-à-dire que nous nous tournons plus seulement en rond, mais que nous travaillons
à un avenir orienté. Descartes qualifie, comme vous savez, les hommes de maîtres et possesseurs de la nature. En d'autres termes, ils s'emparent par le biais des sciences et des techniques qui en découlent du monde dans lequel ils vivent, afin de le transformer toujours plus pour le rendre utile à la vie. Cette idée démiurgique atteint son apogée avec la notion du progrès. À cette époque, l'optimisme est ancré contre toutes les difficultés de l'existence immédiate dans le fait que des temps meilleurs continuent à venir. Condorcet, héros français, en est un exemple dans l'ouvrage esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, publié à titre posthume en 1795, est devenu une sorte de Bible des disciples du progrès. Cette pensée d'une histoire qui évolue continuellement vers le meilleur, malgré toutes les résistances, trouve, comme nous le savons également, un écho dans la philosophie allemande du siècle des Lumières et de la Révolution. Immanuel Kant, fondamentalement sceptique, espère néanmoins que la condition humaine s'améliorera lorsque la pensée rationnelle, autodéterminée, associée à sa morale, aura suffisamment d'espace pour se développer. C'est Georg Wilhelm Friedrich Hegel qui devient le maître de la philosophie moderne de l'histoire. C'est bien connu. Dans ses écrits célèbres comme les cours de philosophie de l'histoire et la phénoménologie de l'esprit, il reconnaît la dynamique dialectique qui, par exemple, dans la lutte entre le maître et le serviteur, se dirige vers l'objectif des libertés civiles dans l'état de droit bourgeois. Comme vous le savez tous, Alexandre Kojève a tiré sa leçon, devenue célèbre sur la soi-disant fin de l'histoire. Elle a inspiré à Francis Fukuyama un ouvrage portant aussi ce titre, qui devait tenir compte des événements du siècle de 1989. La ligne gauche de Hegel a ensuite mené, comme on le sait, de Marx à Staline en passant par Lénine. C'est le prolétariat en tant qu'excellent sujet de l'histoire mondiale qui aurait conduit l'humanité vers sa rédemption ici-bas. Comme on le sait, cette idée a profondément échoué dans la réalité. Elle a néanmoins trouvé des successeurs consentants, même chez des philosophes illustres comme Sartre ou Merleau-Ponty. Bien sûr, Albert Camus fut le critique le plus sévère de cette idéologie et il en a payé beaucoup. C'est là qu'une sorte de déterminisme totalitaire surgit et menace la raison sceptique. Pour contrebalancer cette philosophie de l'histoire toujours pleine d'espoir, le romanticisme s'est développé au XIXe, commençant à se méfier d'un tel optimisme de principe et à approfondir son goût pour le mystère, les rêves, le désir, la nuit, notamment dans les beaux-arts, c'est-à-dire l'obscurité et le mysticisme, par exemple. Cela nous amène à Oswald Spengler. Spengler a écrit en 1918 son ouvrage intitulé Der Untergang des Abendlands, le déclin ou la chute de l'Occident, qui est rapidement devenu un best-seller.
La convergence avec la chute militaire de l'Empire allemand a immédiatement assuré à cet ouvrage la plus grande attention. En d'autres termes, ce que nous avons brièvement expliqué précédemment s'avère également valable en ce qui concerne Spengler. On essaye de couronner sa propre époque par une théorie à son sujet afin de prouver sa plausibilité. Pour Spengler, il n'y avait pas que l'Empire allemand qui était voué à la destruction, qui était pour ainsi dire en évidence. Il entendait l'arc bien plus loin dans l'histoire universelle pour montrer comment les empires naissent, s'épanouissent et s'effondrent à nouveau. La défaite allemande avait ainsi trouvé une ambiance dans laquelle elle devenait soudain plus acceptable. Qui devait encore porter un deuil spécifique si le monde occidental lui-même était voué à sa perte? Spengler était un génie littéraire, sans doute. Il parvenait à relier entre eux les événements les plus éloignés de telle sorte qu'il en résultait une compréhension de leur sens. Ce tour de magie servait à faire apparaître soudain les faits les plus difficiles à la lumière d'une compréhension historique universelle. On peut aussi le dire ainsi. Ce que Spengler faisait à l'époque était une pratique de gestion de la contingence. Lorsque le monde germanique était déjà à terre, il était réconfortant de savoir que cet événement n'était pas isolé, mais qu'il s'inscrivait dans un mouvement puissant auquel il ne fallait pas s'opposer. Spengler était assez intelligent pour ne pas célébrer en Hitler et les nationaux socialistes le salut de la prophétie pessimiste. Il trouvait le caporal bohémien vulgaire et inadapté à la société. Malgré cela, il montra de l'enthousiasme pour le soi-disant mouvement qui, dans les dernières années de sa vie, devait lui apporter quelque chose comme la confiance issue de la compétence de l'homme héroïque. Même si le vieux monde était voué à disparaître, il y avait encore des forces qui pouvaient retarder sa fin. Par exemple, pour Spengler, c'était la figure de Mussolini. Je ne souhaite pas m'attarder sur les nombreuses erreurs factuelles de Spengler que des historiens professionnels ont démontrées en détail. Je souhaite plutôt considérer Spengler comme un phénomène littéraire et thérapeutique. La théorie de la chute peut en effet être rattachée à presque toutes les grandes constellations historiques dont nous pensons qu'elles pointent vers l'abîme. On pourrait par exemple penser que la guerre actuelle du dictateur du Kremlin contre l'Ukraine, la tentative de génocide du Hamas contre Israël, ou encore le phénomène de décadence généralisée dans les rapports sociaux, confirme finalement ce que Spengler avait déjà prédit plus de 100 ans auparavant, avec une différence non négligeable. Ici et maintenant, le moment est enfin venu. À l'inverse, par exemple, le monde asiatique, sous l'emprise de la Chine, pourrait constituer le grand contrepoids de l'émergence d'une nouvelle sphère de puissance mondiale. Tout est donc préprogrammé dans le sens de la philosophie de l'histoire et transformé petit à petit en réalité. J'en arrive à une conclusion. Je suis d'accord avec Nietzsche qui a dit que telles constructions philosophiques de l'histoire sont uniquement dues à une utilité vitale mal
comprises, mais qu'elles ont peu de soutien dans les réalités. La grande ressource qu'est le sens est également une construction née du désespoir d'exister. Tout comme on dit que ceci ou cela n'a pas de sens, le soupçon d'absence de sens présuppose justement le sens qui, comme je ne me lasse pas de le répéter, n'est qu'une construction. On peut alors toujours être un chrétien croyant ou un musulman militant si cela nous convient mieux. Il existe un certain nombre de penseurs qui ont examiné de près le modèle de la philosophie de l'histoire et l'ont rendu absurde. Je citerai Karl Popper, l'un des premiers critiques qui a décrit les conséquences fatales d'une telle pensée dans son ouvrage La misère de l'historicisme, ou encore Arthur Zeidanto, qui, dans son important ouvrage Analytical Philosophy of History, philosophie analytique de l'histoire, a constaté de manière succincte que l'histoire en soi n'était pas un sujet de connaissance valable, mais qu'elle était en fin de compte exclusivement le produit des historiens. L'histoire est faite par les historiens. Tout le reste n'est que spéculation hybride, ce qui signifie aussi, il faut le reconnaître, qu'il est difficile et frustrant de reconnaître que le monde dans lequel nous vivons et la planète que nous exploitons et peut-être bientôt détruisons ne portent en eux aucun plan ni aucune intention. Merci beaucoup. Et maintenant, je propose une petite discussion avec Peter sur la troisième leçon que nous avons entendue aujourd'hui, qui est très très intéressant, plein d'inspiration, fabuleux exemple. Mais, cher Peter, tu me permets d'abord une question personnelle. Attention. Peter Sloterdijk lui-même a aussi écrit un journal. D'ailleurs, épaisse, très très intelligent, beaucoup des observations fabuleuses, encore à apprendre beaucoup de choses. Quel était ton motif de le faire, la lutte pour l'immortalité contre tout qui s'évanouit? Je préfère répondre de façon indirecte. Au début de ton intervention, tu disais que l'être humain semble être un animal qui a besoin de sens. C'est une phrase très plausible et en même temps problématique. D'accord. En ce moment, une parole de Paul Valéry me passe par la tête, une parole par laquelle il corrige Descartes qui disait je pense, je suis, cogito sum. Il n'est pas sûr si le ergo ou bien le donc est vraiment de l'auteur. Mais ce n'est pas grave. La correction appliquée par Valéry m'intéresse beaucoup plus. Il dit parfois, tantôt je pense, tantôt je suis. Et pour transmettre cela, dans mon cas personnel, je dirais, parfois, je me sens bien à l'aise dans ma peau, et parfois, j'ai besoin de sens. C'est-à-dire, l'animal malheureux
qui s'appelle l'être humain a besoin de sens dans les moments où les réserves de bien-être sont épuisées, hein, où elles ne suffisent pas pour une journée entière. Hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent assez bien jusqu'à 1 heure et puis le malheur commence. D'accord. C'est souvent comme ça. Non, tu pourras aussi dire que... Donc ma réponse devrait dépendre du moment dans la journée. Hein. Si je donne la réponse à un moment de bien-être et d'autosuffisance complète, je dirais que je n'ai pas besoin d'une liste d'immortalité. On est immortel, on est suffisamment immortel lorsqu'on est heureux. Mais au moment où tu fais le moindre mouvement sur le terrain du malheur, la question du sens commence à te hanter. Et comme nous sommes entourés par des malheureux, hein, et ce sont les malheureux qui ont la parole un peu partout. Hein. Le ressentiment et le malheur, ça c'est les grands maîtres de langage de l'humanité. Hein, et les langues mineures sont pratiquement inexistantes par rapport à ce que le ressentiment a à dire et ce que le malheur a à dire. Hein. C'est aussi dans la traduction, bien sûr, des grands écrivains français comme Victor Hugo, par exemple. Mais ta propre maxime pourrait aussi être de dire « j'écris, donc je suis ». Non? Je suis? J'écris, donc je suis. Oui, ça c'est une phrase complètement sensée. C'est tout à fait raisonnable. Et en plus, c'est vrai. Hein, parce qu'il suffit de pratiquer l'écriture pour prouver à soi-même qu'on n'est pas aussi minable que les êtres humains que tu as rencontrés dans la journée. Vous comprenez que ce n'est pas moi qui parle, c'est Baudelaire dans son fameux vers en poème, poème en prose à 1 heure du matin. C'est le poème qu'aimait Rainer Maria Rilke parmi tous les autres, ici des Fleurs du Mal. À 1 heure du matin, il rentre chez soi, il est 1 heure du matin, il fait un tour de serrure et dit « Enfin, je ne souffrirai que par moi-même ». Et il fait l'exercice catholique, il fait une petite récapitulation de la journée dans sa mémoire intérieure. Il a donné la main à beaucoup de gens. Il a rencontré un éditeur de journal qui voulait lui faire dessiner une Vénus, une Ève en costume d'Ève, etc., etc. Et dans les versets finaux, il dit oh mon Dieu, accordez-moi la grâce d'écrire quelques beaux vers pour me prouver à moi-même que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. Et il a réussi, non? Il a réussi. Hein. Oui, absolument. Hein. Il a aussi dit... Mais il y a un élément de baudelairisme dans chaque auteur qui s'efforce à noter ce qui lui passe à travers la tête, la poitrine et autres organes. Il faut se réchauffer avec l'illusion qu'on est moins minable qu'on aurait été si on n'avait rien écrit. Donc, il a aussi... c'est une sorte de permis de passage. Absolument.
il a aussi écrit une très fameuse phrase que je cite, le temps mange la vie. Ça, c'est aussi une définition de la modernité et de l'accélération. La vie va de plus en plus vite et nous expérions ça aussi très bien, de plus en plus aussi, comme c'est vite avec tous les devoirs que nous avons, avec tous les gadgets que nous jouons constamment. Alors c'est une sorte de vice aussi, comme il y avait des vices dans le 19e de Baudelaire, les drogues et l'alcool et tout ça. Mais si on dit le temps mange la vie, on a aussi probablement spécialement comme écrivain, le besoin de s'opposer de ça. Alors, comme c'est lié aussi à la condition humaine, la mortalité est là, et il faut trouver des stratégies pour l'échapper d'une foi, d'une idéologie, de tout ça. Et le christianisme, bien sûr, est une invention très efficace pour constituer cette certitude que, quoique le temps mange la vie, il y a l'éternité qui nous donne finalement la paix. Et je voudrais essayer de répondre à ta question première à la fin de la conversation, la leçon, la relation entre le christianisme de la paix et puis ce qui s'est passé après, avec des centaines, des années, ou des ans de sang, de guerre, de violence et tout ça. Je pense que le turning point, le point de départ pour l'autre direction, c'est par l'institut de l'Église. L'Église est un corps politique et a un tout autre agent que la foi chrétienne dans ses origines. Et de là, ça s'est passé, mais plus ou moins automatiquement. D'accord ou non? Mais je crois que ton rapport nous a montré que la réflexion sur le sens de l'histoire est aussi une forme de résistance à l'absence de sens. Absolument. Même si tu dis que les prétentions des philosophes de l'histoire n'aboutissent pas, hein, la réflexion sur cet échec est d'une forme très noble de la résistance à l'absence de sens. Et créatif, souvent. Mais en même temps, c'est aussi l'attitude de l'aristocratie littéraire. À un moment de ta conférence, j'ai redressé mes oreilles parce que ça fait des années que je n'ai plus rencontré quelqu'un qui savait prononcer les 3 prénoms de Hegel de façon correcte. Vraiment? Comme tu le faisais tout à l'heure. Ah, je suis fier. Hein? Non, parce que tout le monde parle de Hegel, comme si l'on avait bu, la veille, on avait bu une bière avec lui. Tout le monde connaît Hegel. Hein? Oui, mais si tu poses la question à quelqu'un comment ses camarades l'appelaient, hein, aucune réponse. Hein. Aussi comme les filles. C'est presque aussi précieux que la faculté d'énumérer les 3 noms des filles du Rhin Voilà. chez Wagner. Est-ce que vous les connaissez? On pourrait ramasser des propositions de la part du public et je vais vous lire, à la fin de la séance, je vais vous lire vos propositions. J'ai peur que vous livrez une dizaine de noms, mais je vous assure, ils ne sont que 3, mais presque introuvables. Merci. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir à ta citation très, très justifiée que tu faisais de l'œuvre
et surtout de l'idée de la fin de l'histoire formulée par Alexandre Kojève, Voilà. Kojève, qui avant sa naturalisation en France s'appelait Alexander Koyevnikov. Pour ne pas laisser des doutes sur son identité et son passé russe qui l'accompagnait jusqu'à la fin et qui s'exprimait dans son stalinisme sublime qu'il maintenait jusqu'à la fin. Mais l'idée de la fin de l'histoire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éliminer avec un simple geste de la main. C'est une idée beaucoup plus sérieuse qu'on ne croit. Parce qu'il dépend tout simplement de la définition de ce qu'est histoire. Si tu sais ce que le mot histoire veut dire, tu peux trancher si l'histoire est finie ou non. Par exemple, dans une définition minimaliste du mot histoire, on pourrait dire l'histoire commence au moment où par la mobilité des Européens modernes, on se met à comprendre que la Terre est ronde, qu'elle est navigable et que les rencontres entre les ethnies, les peuples, les nations, les cultures seront dorénavant incontournables. Donc l'histoire commence avec la navigation moderne et la clôture de l'histoire est trouvée, disons, vers 1945, quand la définition de la Terre comme rondeur et comme théâtre mondial est devenue définitive. Il n'y a pratiquement plus personne à douter du fait que la Terre est le seul endroit qui nous regarde. Et après la fin de l'histoire, on peut faire n'importe quoi. On peut faire de la musique ou de la politique ou mathématiques. La chasse. Ou faire une cure à la campagne, comme vous voulez. Et la définition maximaliste de l'histoire est quelque chose qui pourrait, elle aussi, définir, c'est-à-dire quelque chose dont on peut dire que ça trouve sa fin. Alors, dans ce cas-là, il faut élargir le cadre de la narration. Si vous dites, l'histoire commence au moment où le peuple, après la construction de la tour de Babylone, se sont dissipés. L'histoire est rien d'autre que l'épisode de la dissipation humaine sur la Terre. Et la fin de l'histoire sera arrivée quand l'époque du rassemblement commence. C'est une définition qui rassemble un peu à l'autre, mais à un niveau plus exigeant. On ne peut plus échapper aux autres peuples. Et la famille se retrouve. Donc la famille tardive, c'est une grande fête de famille, un événement sanglant, et, bien sûr, comme toutes les réunions de famille. Pour la plupart, oui. Mais et si vous appliquez le mot rassemblement dans son sens fort du mot, vous ne pouvez plus utiliser ensemble avec l'adjectif national. Ça ne fait aucun sens. Une nation n'a pas besoin de se rassembler. Ils sont déjà rassemblés. Et c'est une fausse idée que de vouloir rassembler une nation. La nation est déjà le résultat d'un rassemblement plus ou moins échoué. Et ce rassemblement a été effectué par les rois de France, etc.,
qui ont mené une guerre de 5 siècles contre la population pour produire cette nation merveilleuse qu'on appelle les Français. Mais c'était tout mais le mot rassemblement ne doit être appliqué que pour des événements qui sont encore en cours. On ne rassemble pas une nation. Maintenant, on rassemble l'humanité. Et pour la première fois, la fameuse phrase de Carl Schmitt, qui cite Bruno Bauer, qui dit humanité veut tromper. Nous sommes la première génération, pas la dernière, mais la première génération pour qui ce beau mot de Carl Schmitt n'est plus vrai. Si nous disons humanité aujourd'hui, on ne ment plus. On dit, on commence à parler du rassemblement qui s'accomplit sous nos yeux. Et un rassemblement moyennant des menaces d'extermination réciproque. Ce qui prouve qu'on est vraiment dans une famille. Si on veut, oui. Si on veut joindre cette famille, ou plutôt non, c'était aussi un truc assez effectif, non? Pour dire, la parole politique a fonctionné. Mais parlons encore brièvement de la fin de l'histoire. Et tu as mentionné Carl Schmitt, c'était très intéressant d'ailleurs. Il y avait un échange de lettres entre Kojève et Schmitt les années 60 sur ce sujet de la fin de l'histoire. Et Kojève pensait que finalement, l'humanité finira par un état mondial et tout est fini, tous sont contents. Il peut chasser, il peut faire la musique et tout ça, fabuleusement. Ça, c'est vraiment l'essentiel d'une philosophie de l'histoire, quoique Schmitt avait une sorte d'anthropologie extrêmement pessimiste. L'homme est tombé par le serpent et sa femme, une combinaison bien connue, et puis il a tous ces problèmes sur le monde, et rien ne changera ça dans le monde humain. Et puis on a discuté de ça, et finalement, j'ai écrit aussi un livre sur la fin de l'histoire avec un question mark. J'ai aussi reconstruit les lettres de Schmitt et de Kojève, l'optimisme et le scepticisme. Et au temps que j'ai écrit ce livre, peu après l'année miracle de l'implosion de l'Union soviétique, beaucoup de gens ont cru que dans la version Fukuyama, la démocratie libérale est accomplie et tout va continuer comme ça. Et maintenant, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on voit que c'est l'inverse. Non? Alors, tout est d'une manière totalement différente et une anthropologie pessimiste, si nous voulons, mène à le pouvoir et nous montre que nous étions des idéalistes avec peu de raison. Pardon? À propos de rassemblement. Oui. Je suis étonné que dans tous ces colloques, on n'ait pas parlé de la construction européenne, qui est quand même un rassemblement exemplaire, non? Oui et non. Je pense que l'Europe, dans l'état maintenant actuel, est pour moi un peu faible. Une forte urgence d'introspection, elle se regarde elle-même. Je pense aussi que la notion du politique n'a plus la force qu'on aura besoin de s'établir dans un monde qui est devenu extrêmement hostile. Alors on dit
qu'on fait, et les politiciens sont des maîtres des proclamations, comme nous savons, et ils promettent beaucoup, mais prenons la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine, si vous voulez qu'elle survit, aurait beaucoup plus des moyens de l'Europe pour se défendre qu'elle a jusqu'à ce point-là maintenant. Pour moi, ça, c'est un signe de, c'est pas de nonchalance aussi. Et si nous voulons confronter le monde des autocrates et des tyrannies, il faut que nous mobilisons beaucoup plus. Ne pas seulement dire peut-être on peut mettre quelques soldats de la France dans l'Ukraine, ou peut-être pas, je ne sais pas. Alors c'est déjà une discussion qui mène, à mon avis, à rien, parce qu'on ne le fait pas. Pardon, là, je suis vraiment déçu de l'Europe. Quoique, je dois avouer, la Suisse n'était jamais membre de l'Union européenne, et jusque-là, c'était assez bien pour nous. Excusez. Yeah, mais pour moi, c'est comme un coup de poignard dans mon dos, parce que moi, je préconise la helvétisation de l'Europe. Ça serait joli, mais il faut... Et toi, en tant que Suisse, tu déplores l'absence de forces politiques et militaires chez les Européens. Mon diagnostic mène dans une autre direction. Nous sommes tous des héritiers d'un passé qui nécessairement abîme les héritiers. Notre héritage, être abîmé par un héritage, c'est la situation de tous les pays qui s'appellent des démocraties, à l'exception de la Suisse et des États-Unis, qui n'ont jamais été des royaumes monarchiques. Mais partout ailleurs, on les a tués. Partout ailleurs, les soi-disant démocrates, les républicains sont les héritiers qui se croyaient capables de renouer directement avec l'héritage des rois, sans faire la révision nécessaire pour renverser les résultats de cette nationalisation par la force qui a duré dans le cadre de la France depuis la guerre des 100 ans avec les Anglais, et après 500 de répression intérieure, ça fait des bons Français. Et chez nous, en Allemagne, c'est encore beaucoup pire, parce que pour devenir un Allemand, il faut avoir vécu pendant un millénaire dans une Reich qui n'existait jamais vraiment. Non. Et ça c'est très bizarre. Nous sommes des héritiers condamnés à ne pas comprendre comment gérer cet héritage. Et la raison, pourquoi ce grand malaise dans les démocraties, c'est parce que les démocraties, dans les nations trop gonflées, ne peuvent pas fonctionner. Et mon helvétisme acharné repose sur le constat que la Suisse n'a jamais suivi cette voie néfaste de l'idée de l'État-nation. Et les Européens ont empoisonné tout le reste du monde en exportant l'idée de l'État-nation. Lorsque der Völkerbund, comment ça s'appelait en français, à Genève, fondé en 1920,
proposé par le président Wilson, la nation. Société des Nations. La Société des Nations, voilà. Refondée en 1946. À l'époque de la fondation, il y avait les 32 nations vainqueurs du traité de Versailles, plus 13 unités politiques neutres, alors 45 membres. Et expliquez-moi comment ça se fait que, au bout de 50 ans, le nombre des États-nations s'est multiplié par 4 entre-temps. Nous, on a lutté pendant un demi-millénaire pour être capable d'être une nation. Et tout à coup, on a exporté cette conception néfaste de la nation, et ça fait presque 200 à l'heure actuelle. Et on se pose la question pourquoi nous sommes entourés par un monde hostile. Oui, absolument. Et là, il y a un argument magnifique utilisé parfois par le grand sociologue Gunnar Heinsohn lorsqu'il cite un passage de Thomas Hobbes qui dit si quelqu'un a commis un crime contre quelqu'un et si la victime ne sera pas à la hauteur de prendre sa revanche, le malfaiteur ne pardonnera jamais à sa victime. Et ça fonctionne dans les deux directions. Et les Chinois ne nous pardonneront jamais qu'ils ont volé et perverti le marxisme, qui est toujours l'idéologie dominante du pays. Et surtout, nous ne pardonnerons jamais qu'ils ont volé 100 000 brevets sur lesquels repose la richesse de l'industrie chinoise. Je crois qu'il n'y a pas de copyright sur le marxisme. Maintenant, l'affaire change et les propositions de brevets en provenance de l'Asie sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux qu'autrefois. Mais tout ça a commencé par le plus grand vol de l'histoire. Selon Edmund Burke, il n'y avait qu'un grand vol dans l'histoire qui comptait. C'était la nationalisation des biens de l'Église catholique en France en 1790. Oui, l'histoire est là. Ça, c'était pour lui le crime absolu ou un coup politique fantastique. Parce que kein Bankraub hat jemals so viel gebracht wie dieser Kirchenraub. Ja. L'histoire. Aber auf der Weltbühne geht es noch anders zu. Ja? Sur la scène mondiale, la grande piraterie n'est pas terminée. Pas du tout. Non. Et elle ne se passe que très rarement sur les océans. Ja? Les pirates vont à pied aujourd'hui, ou en avion. Ja? Ou en bicyclette. Tout à fait, oui. L'histoire comme un abîme des voleurs, non? Avec succès ou non, mais aussi un autre problème qui se réalise par le fait que nous sommes obligés de parler toujours d'un nous. Nous devons faire. Nous sommes obligés. Nous avons le plan. Nous contre Poutine, nous contre les Chinois, et d'ailleurs aussi nous, la famille, contre le voleur. Mais si on essaye de
d'identifier ce nous en termes politiques, ça devient très très difficile. Qui est ce nous aussi en Europe? Est-ce qu'ils sont les Français contre les Italiens contre les Suisses, les Autrichiens contre les Anglais, et tout ça, et d'ailleurs avec les différences culturelles énormes, toujours, dans tous ces pays. Ce nous est, pour moi, souvent une immense fiction du langue des politiciens qui doivent recourir à ce nous pour donner des messages et rassembler les masses. Mais en fait, c'est une sorte de mystification. Je ne sais pas. Et c'était Nous. un nous. Wir. Mais Spengler, à son tour, il procédait la vision d'un nous beaucoup plus simple. Parce que pour lui, les Européens, c'était le regroupement des compagnons de destin qui vivaient dans la phase civilisatoire de la culture faustienne. C'est-à-dire, nous sommes tous acteurs ou statisten dans ce grand jeu. La fin de partie de l'Europe, et tout ça va se terminer, selon Spengler, vers l'an 2000. Peut-être on a un peu de temps supplémentaire, mais néanmoins ça va finir plus tôt, plus tard. Et pour lui, il y avait un nous, mais c'était un nous tragique. On était des compagnons de route dans une vieillesse du monde. Vers la chute. Vers la chute, non voulue par les contemporains, mais néanmoins quelque chose qui devrait se développer avec la nécessité d'un destin. Ouais. Et le destin, dans le langage physical, s'appelle entropie. Totalement. Et les Européens sont dans un mouvement anthropique auquel il est très difficile de se soustraire. On partage un destin peu agréable. Mais à l'intérieur des unités européennes, on voit combien l'affaire est plus compliquée que ça. Si l'on était tout simplement des compagnons de route de destin, on serait soulagé, parce que les problèmes que nous avons maintenant sont d'un ordre beaucoup plus compliqué. Sur le plan des activités, absolument. Et ça, mais dis-moi, est-ce que tu as quelques pages préférées dans le déclin de l'Occident? Je ne suis pas préparé pour cette question. Il est un styliste formidable. Il faut avouer ça. Et la langue est aussi le rythme. Et vous, les Françaises et les Français du Rassemblement national, vous savez ça beaucoup plus mieux qu'un petit Suisse, parce que nous ne sommes pas seulement attachés à des Allemands, mais nous avons aussi le dialecte allemand suisse ou suisse-allemand. C'est presque incompréhensible. Si vous l'écoutez, c'est une sorte de chaos. Mais Spengler, si on parle du rythme, du son, des mots, des cascades, c'est presque dans le style français. C'est vraiment très, très beau. Et il y a une sorte de... C'est comme une drogue, et on commence à en croire. Mais il a raison, absolument. Alors, le commencement est très fort, la fin aussi. Et c'est aussi à cause de ça qu'il avait tellement de succès. C'était pas la langue allemande ordinaire ou normale. Ça, c'était une suggestivité
je voudrais dire, encore plus forte que celle de Thomas Mann. Par rapport à Thomas Mann, une petite remarque aussi, si nous prenons ici une côté Thomas Mann, l'autre côté Ernst Jünger, par rapport aux confessions des journaux, que tu as parlé maintenant aussi dans la troisième leçon. Il y a peu des écrivains qui sont vraiment très, très honnêtes avec leur journal. Parce qu'ils pensent à la publication, et ça, ils font comme ça, ils rédigent les manuscrits et tout ça, et la publication n'est jamais, presque jamais, le journal dans son état authentique. Comme on voit chez les journaux de Ernst Jünger, qui sont d'ailleurs une grande lecture, absolument pas de question, mais Thomas Mann, c'est authentique, désespéré, frustré, humilié par soi-même, une sorte de compensation. D'autre part, il jouait toujours le grand moraliste. S'il écrivait sur la politique, donnait des discours, vous savez, l'humanité, tout ça, fabuleux, un Allemand qui est vraiment honnête, et grande stature. Et si on commence à lire les journaux, on est vraiment taken back. Absolument. Il y a des passages dans les années 50 où il dit, mais le mouvement des Allemands entre les années 33 et 45 n'était pas tellement mal. Les grands garçons blonds et tout ça, imaginez ça, et il donne une conférence au même temps, il dit moraliste, super moraliste, aucune référence à ses pensées secrètes dans ses journaux. Intéressant. Les aveugles, voilà, les aveugles. Les aveugles. Ouais. Oui, mais chez Ernst Jünger, on comprend immédiatement que ce n'est pas le langage du vécu, mais il y a trop de plâtre dans son style, toujours un peu trop de hauteur, fausse hauteur, comme s'il n'était pas vraiment sûr de ses moyens, parce que il manque le substrat du jargon dans son écriture. Il parle une langue pratiquement morte déjà au moment où elle était utilisée, parce que trop stylisée. Il pense plus à Goethe qu'à ses lecteurs. Il écrit comme si Goethe devrait lire ses expectorations. Et je vous l'assure, Goethe n'était pas un bon lecteur des journaux de Jünger. D'ailleurs. Mais il était un très bon lecteur du jeune Balzac. Une des dernières notes de Goethe, en 1831, tardivement dans l'année, il avait sous la main un exemplaire de la peau de chagrin de Balzac. Et il était profondément choqué, mais aussi très, très impressionné, parce qu'il a senti cette insolence incroyable de l'auteur, de jouer avec des motifs romantiques et métaphysiques au milieu de la littérature réaliste. Ça, il a deviné tout un siècle de Weltliteratur chez le jeune Balzac, parce qu'il a compris cette insolence qui combine métaphysique et sociologie, pour ainsi dire. D'une matière tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle. Ça, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, si vous voulez vraiment lire un texte profondément anti-hegelien,
ouvrez les premières pages de la peau de chagrin et rentrez avec le jeune qui veut se tuer chez cet antiquaire au bord de la Seine. Et là, vous avez l'histoire mondiale comme bric-à-brac. Ça, c'est un passage d'une génialité inépuisable. Et là où Goethe et Hegel avaient tout bien rangé dans le musée du Louvre, selon le principe de la suspension successive, chez l'antiquaire, tout était complètement mélangé. C'est le chaos le plus beau de la littérature mondiale. Je recommande à tous ceux qui veulent guérir de la maladie qui s'appelle philosophie, lisez le jeune Balzac. Il n'y a rien de plus amusant et de plus vrai que ça. D'ailleurs, pour faire mon aveu à moi, pour répondre à la question que je t'ai posée, il y a des passages dans le deuxième tome du déclin de l'Occident qui s'appelle « Problème de la civilisation arabe ». Problème arabe, chaque culture. Je vous le dis, même si tout était faux, c'est quand même le chapitre de philosophie de l'histoire le plus général qui a jamais été écrit. Parce que ça, c'est vraiment un surréalisme dans le style d'une historiographie. Et seulement Borges aurait pu faire mieux. Ouais. Problème arabe et culture. Et dans ce contexte, vous trouvez une formule qui exprime parfaitement son génie. Et avec la baguette magique de l'analogie, il dit la première moschée se trouve à Rome sous la forme du Panthéon. Alors, il faut réfléchir au moins une semaine pour comprendre. Et lundi prochain, vous aurez la solution. Merci beaucoup. Merci. Merci.